Est-ce que c'est un phénomène qui va s'amplifier ou alors on arrivera à venir à bout de ces cybercriminels? Alors, la réponse, on a vu qu'en 2020, il y a eu une claire augmentation de ces attaques. Vraiment, il y a un facteur 20 qui est apparu. Donc, on voit les cybercriminels qui ont énormément visé nos entreprises et qui ont visé les particuliers. Et donc, il y a aucune raison que ça s'arrête, clairement, puisqu'en fait, les différentes attaques qui ont mené, les attaquants ont réussi à dérober, que ce soit de l'argent ou à réutiliser ou à mener leurs attaques jusqu'au bout. Donc, clairement, l'augmentation de ces attaques va continuer. Mais qui sont à l'origine de ces cyberattaques? Ce sont des particuliers, des États? Nous aimons classer nos attaquants en quatre catégories. Soit des cybercriminels, qui peuvent être des petits groupes de personnes qui se sont rassemblées pour mener une action. Ça peut être des attaques de type étatique. Ce sont souvent la volonté de ces attaques étatiques, c'est de voler de l'information. Donc ce sont des États, des États ou des groupes qui sont sponsorisés par les États. Et on va avoir des activistes qui peuvent être plus ou moins solitaires ou qui sont dans une sorte d'association, en effet, qui vont mener pour une idée politique. Et on a les terroristes qui sont un peu plus en marge, qui eux-mêmes aussi, par moment, pour des raisons surtout de recrutement, font des attaques cyber pour montrer leurs capacités. Finalement, c'est presque une troisième guerre mondiale, non? La cyber fait partie quand même, c'est une arme, hein, c'est clairement une arme de point de vue de l'État, hein, il faut savoir se défendre d'un point de vue cyber. C'est pour ça qu'il y a des services de cyberdéfense. Et puis, on doit être capable de mener des attaques pour pouvoir contre-attaquer ou mener des opérations cyber. Et il n'y a pas moyen de pister, de dénicher ces cybercriminels? C'est si difficile que ça? Alors, il y a pas longtemps, justement, il y a eu des opérations, il y a beaucoup d'opérations de police qui se mènent. À partir du moment où il y a une coordination entre les États et qu'il y a vraiment une relation, parce que souvent, la cyber, elle n'est pas cantonnée à un espace géographique, elle est vraiment mondiale. Quand on a une coopération entre les différents États, on arrive à démanteler des groupes d'attaquants. Pour exemple, il y a le groupe Emotep qui a été démantelé par Interpol et Europol. Donc, ce qui fait que c'est intéressant de voir qu'en fait, on est capable d'y arriver d'une certaine manière. Le crime ne reste pas impuni. Mais c'est pas si simple quand même, ça fait appel à des sacrées compétences malgré tout chez ces cybercriminels. Alors, c'est une nouvelle génération. On vit avec une nouvelle génération, une génération qui est née avec les ordinateurs, et une génération qui, pour eux, c'est naturel. Donc déjà, il y a des compétences innées qui arrivent. Et ensuite, en fonction du niveau de l'attaque, on peut avoir différentes compétences. Ça peut être assez simple et suivre juste ce qu'on appelle un blog sur Internet pour expliquer comment mener une attaque. Donc n'importe qui peut le faire. À des choses beaucoup plus évoluées où là, il faut avoir des compétences de développement, de hacking et ce genre de choses. On parle de rançon logiciel. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça marche? Un rançongiciel, c'est un petit programme sur un ordinateur qui va chiffrer les données sur l'ordinateur pour les rendre inaccessibles à l'utilisateur. Et à ce moment-là, il va demander en échange, pour pouvoir déchiffrer pour récupérer l'information, il va demander à ce qu'on le paye. Et donc c'est comme ça que ces cybercriminels font leur business. Est-ce que chez Thales, vous travaillez sur des anti-logiciels comme des missiles antimissiles par exemple? Alors, chez Thales, nous avons plusieurs manières de lutter contre les attaques. Soit ça va sur la sécurisation d'espaces de travail ou de la communication pour empêcher justement la propagation des ransomware. Ça va éviter la fuite de données. Donc ça va vers des logiciels de communication sécurisés comme Citadel. Ou alors on a des solutions de détection de ces rançongiciels qui circulent sur le réseau. Donc là, on construit ce qu'on appelle des sondes réseau. Si vous voulez, ce sont les gendarmes de l'autoroute, mais d'un point de vue cyber. Vous parlez de logiciels qui s'appellent Citadel. C'est quoi? C'est pour remplacer WhatsApp? C'est l'équivalent? Non, c'est un logiciel qu'on met à disposition du grand public qui permet justement de protéger les communications, d'avoir une sorte de WhatsApp français. L'objectif étant comme ces dernières années, à cause de la pandémie, on a dû changer notre mode d'utilisation de l'ordinateur. On est tous en télétravail. Il est important de communiquer entre nous, mais la communication est souvent quelque chose de sensible, donc il faut garder ça au niveau souverain. Et c'est pour ça que Citadel est là justement, pour pouvoir avoir notre avantage business et stratégique pour nos entreprises françaises et nos particuliers. Même le secteur de la santé ne semble pas
exclus de ces cyberattaques, comme le dit l'OMS, vous confirmez? Selon nos chiffres, ça a plus que doublé. Clairement, il y a une vraie augmentation. Si je parle purement sur les attaques cybercriminelles, on a un facteur 20 qui s'est passé entre l'année 2020 et enfin, entre l'année 2019 et 2020. C'est une préoccupation mondiale. Vous avez des collègues ou des concurrents, vous coopérez dans ce genre de lutte anticriminelle? Alors, c'est une préoccupation mondiale. Toutes les entreprises de cyberdéfense luttent donc contre ces attaquants. Des concurrents les concurrents sont aussi des partenaires en fonction de la menace. Donc oui, il y a des concurrents, je dirais, d'un point de vue économique, mais c'est souvent des partenaires face à la menace. On sait se regrouper pour pouvoir lutter ensemble. Comment vous distinguez qui sont les criminels par rapport à un individu ou par rapport à un État? C'est la qualité, la complexité de ces logiciels? Chez Thales, nous ne faisons pas d'attribution des attaques. Par contre, on valide qu'une attribution est correcte. Donc on laisse nos concurrents ou nos partenaires faire des attributions. Souvent, la méthode de validation que nous avons, c'est la sophistication, l'heure où s'est passée l'attaque, les raisons, l'objectif de l'attaque, comment est-ce que la personne a voulu se dissimuler ou non. Il y a énormément de critères qui nous permettent de dire c'est plutôt ce profil et c'est plutôt cette origine-là. On parle de cyberattaque au niveau mondial. Est-ce que ça peut mettre en danger un État par rapport à son système bancaire, voire déstabiliser des armées entières? Ça peut pousser le bouchon très très loin finalement. On a vu il y a quelques années, 3-4 ans, entre la tension entre l'Ukraine et la Russie, typiquement, l'Ukraine peut facilement se retrouver coupée d'un accès à l'Internet à haut débit. Ralentir, si d'un coup un État est ralenti et ne peut être qu'à une connexion assez basse, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'économie est d'un coup en pâtit très rapidement. Donc clairement, ça fait partie des enjeux stratégiques de nos États de se protéger contre ce genre d'attaque. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte, ces cyberattaques, de la part des criminels? Ils investissent, mais combien? Il y a plusieurs niveaux. Une attaque peut un premier niveau d'attaque pour immobiliser un site de commerce ou un site en ligne, que ce soit, ça coûte environ entre 40 € et 300-400 €. Donc c'est complètement accessible à la portée de tous. Alors il faut connaître les endroits où on achète ça, mais c'est à peu près le montant de mener ce type d'attaque. Et le dégât, derrière pour la victime, est souvent plutôt dans les dizaines de milliers d'euros, voire les centaines de milliers d'euros. Donc immobiliser un site web, par exemple, pendant 1 heure, 2 heures, ça ne coûte pas très cher pour un attaquant. Il y a des attaques qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont souvent pour des vols de données. Et à ce moment-là, il faut des compétences, il faut du temps et de l'argent. Là, on est sur des attaques de plus haut vol. Et quelles sont les conséquences lorsque un cybercriminel s'attaque à des millions de données, par exemple, comme on l'a vu dans certains fournisseurs d'accès? La conséquence finale, elle peut être dramatique, non? Voire la disparition de la société? Les conséquences, elles sont de plusieurs niveaux. Si des sites qui regroupent donc l'historique de personnes se font attaquer ou la base de données extrait, il y a déjà un point de vue sur la réputation, l'image de marque qui est abîmée. Il y a à la fois il peut y avoir dégradation, c'est-à-dire que l'attaquant peut être amené, s'il a volé de l'information, il peut très bien avoir modifié l'information. Donc ça, c'est tout le business clairement de ce type de site qui peut être abîmé. Et puis, il y a aussi le côté, l'impact, parce que souvent les attaquants utilisent une victime pour rebondir sur d'autres victimes. Donc c'est des sites qui sont fortement connectés avec d'autres, ou des entreprises qui sont fortement connectées avec d'autres, sont des cibles prioritaires pour des attaquants. Et qu'est-ce que vous conseillez à chacun d'entre nous, les individuels? Nos usages en 2020 ont énormément changé, comme je l'ai précisé, avec la crise sanitaire. Donc on s'est amené à travailler de chez nous en télétravail. Et un mauvais comportement, évidemment, a augmenté, c'est-à-dire qu'on ne mélange plus, on ne sépare plus la partie personnelle et professionnelle. C'est important de séparer ces deux mondes, parce que ce que je fais d'un point de vue personnel ne doit pas impacter le monde du travail, pour éviter de contaminer facilement son entreprise, ce genre de choses. Donc c'est très important d'avoir une attitude saine face à son ordinateur. Choisir des bons mots de passe, ne pas mettre son mot de passe de boîte mail sur des sites de commerce. Il faut vraiment avoir une idée de ce qui est important pour soi et de ce qui est un peu moins important, pour ne pas se faire compromettre, parce que tout site peut se faire compromettre, donc il faut faire attention.
Et puis, il y a aussi tout simplement la bonne attitude face à un ordinateur. On ne clique pas sur tous les mails, tous les liens qu'on reçoit dans sa boîte mail. On ne, re- on ne republie pas des messages, des chaînes de messages dans tous les sens sans avoir regardé et vérifié que c'est pas, que c'est sain. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à détourner des avions, détourner des drones, arrêter les transports? Est-ce que ça peut aller jusque-là? En fait, il n'y a pas de limite à une cyberattaque, c'est juste l'imagination. Actuellement, on est dans un monde qui est hyper connecté, que ce soit de l'avion qui a tout le temps Internet, qui vole, il est connecté, que ce soit le train, on a Internet dans un train, que ce soit le scanner quand vous allez dans un hôpital et que vous êtes en train de passer une IRM, c'est relié d'une certaine manière à un réseau qui est lui-même relié à Internet. Donc en fait, théoriquement, il n'y a pas de limite aux attaques cyber. Finalement, des gens comme vous, chez Thales et d'autres, vous êtes notre dernier rempart. Vous vous rendez compte de l'importance que vous avez sur vos épaules? Thales, enfin, c'est un peu pour ça que je suis que j'aime Thales et que je suis chez Thales, c'est tout simplement parce que, en effet, Thales joue un rôle assez stratégique dans la défense française et la défense souveraine, alors que ce soit par voilà, par la construction de produits ou que ce soit pour l'accompagnement de nos sociétés. Donc clairement, la cyber est un des enjeux les plus passionnants à mon goût, à mon sens, en ce moment. Une cyberattaque, c'est comme une guerre en fait. Il est déjà arrivé que vous ayez pu détourner des attaques et protéger nos systèmes de défense? J'aurais pas le droit d'en parler à la radio comme ça.